Je suis convoquée pour participer à cette série intitulée « Les grandes civilisations ». Alors, très honnêtement, entre nous, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on vend dans les kiosques à journaux, vous savez, ces séries Atlas, ou ce qu'on retrouve quelquefois dans les encyclopédies Larousse. Et alors, pour que ça ne ressemble pas justement à un inventaire, alors je sais que Monsieur Tardieu est venu vous parler du paradis, moi je pourrais venir vous parler du purgatoire, mais j'aimerais en fait problématiser quelque peu le titre en le tournant au minimum à la forme interrogative, c'est-à-dire la Chine, une grande civilisation, point d'interrogation. Est-ce que vous voyez bien ici, là, tout le monde vociférez si quelque chose ne va pas, si vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas. Hein. Est-ce que, là je ne me rends pas bien compte, l'écran est assez clair pour tout le monde? Un peu petit. Attendez, je vais essayer d'arranger ça. Voilà. Ah. Donc, je pense qu'il serait nécessaire de commencer par distinguer la civilisation, qui, à mon sens, est une notion éminemment subjective, toujours fondée sur une opposition implicite entre nous, les civilisés, et les autres barbares. Donc, distinguer entre la civilisation et les civilisations, qui est un concept récent, notamment depuis que les puissances qui ont dominé le monde ont reconnu précisément ne pas être toutes seules, justement, dans ce monde. Alors, quant à la notion de grande civilisation, également fondée sur un jugement de valeur quelque peu relatif, comment peut-elle se justifier dans le cas de la Chine? Si on considère la Chine actuellement, la première impression qui vient à l'esprit, c'est que c'est grand. Grand dans le sens de gros. Du point de vue spatial, je pense que vous savez tous à peu près comment se présente la Chine. Donc là, vous avez le tracé des frontières de la Chine actuelle, avec, disons, quelques éléments qui vous rappellent un petit peu justement comment se présente le relief. Et alors là, vous allez tout de suite voir que près des 2/3 du territoire sont occupés par des chaînes de montagnes ou des régions désertiques ou semi-désertiques, et que finalement, ce qu'on pourrait appeler le berceau de la civilisation chinoise occupe véritablement un territoire assez restreint. Cependant, donc, vous voyez que nous avons un territoire qui est grand comme l'Europe au sens très large du terme, c'est-à-dire l'Europe à peu près jusqu'à l'Oural, et que la moindre province chinoise est grande comme un pays européen. Et évidemment, je ne veux pas parler d'un pays comme le duché du Luxembourg. Hein. Mais il faut se rappeler que l'entité géopolitique Chine n'a pas existé de tout temps, et que même à l'époque impériale, son extension territoriale a beaucoup varié. Alors pour vous donner un simple exemple, vous avez là donc une carte des principautés de la Chine pré-impériale, donc de la Chine antique, ici donc prise à peu près au VIe siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire justement à l'époque de Confucius. Et là vous verrez donc par comparaison avec la carte précédente que l'espace est beaucoup plus restreint.
Et donc ça c'est pour l'aspect spatial. Alors du point de vue temporel, là aussi on a l'impression de quelque chose de très gros et de très lourd. On peut estimer que la civilisation chinoise remonte au bas mot à 3500 ans. Ça c'est le chiffre que je donne, par opposition aux 5000 ans qu'avance le discours officiel actuel. Alors pourquoi 5000 ans? Parce qu'il s'agit de damer le pion aux civilisations mésopotamiennes et égyptiennes, et essayer de prétendre que la civilisation chinoise est plus ancienne. Mais je pense qu'il y a là une surenchère qui est appelée par des motifs plus ou moins nationalistes. En outre, il est, je pense, erroné du point de vue donc, de ce discours officiel de parler donc, de 5000 ans de civilisation continue, comme si l'histoire chinoise était un long fleuve tranquille, réveillé de son long sommeil par l'intrusion des puissances occidentales à partir essentiellement du XIXe siècle. En réalité, l'histoire de la Chine, comme toute histoire, est marquée par de très violentes ruptures dans lesquelles la civilisation chinoise a failli disparaître. Mais malgré donc des hauts et beaucoup de bas, il reste que c'est une des rares civilisations de la haute antiquité qui a, bon an mal an, perduré jusqu'à l'ère moderne, à la différence précisément des civilisations mésopotamiennes ou égyptiennes dont on vient de parler. Alors même si on est en droit de se demander si la Chine d'aujourd'hui a quelque chose à voir avec celle, par exemple, du premier millénaire de la chrétienne, et à plus forte raison avec celle du premier millénaire avant la chrétienne, il demeure qu'elle porte encore les traces d'une très longue histoire. Et là, je pense que c'est l'expérience de tous les touristes étrangers. Parmi vous, il y en a peut-être qui se sont rendus en Chine et qui ont bien vu le contraste qu'il y a entre donc, des monuments ou des ruines très anciennes et cette Chine qui se développe à toute vitesse donc, sous nos yeux. Alors, comment expliquer cette pérennité? Ça, c'est la grande question qu'on va se poser ce soir. L'autre question qui va nous concerner en fin d'exposé, c'est est-ce qu'on peut dire que la Chine actuelle se situe dans la continuité de son histoire? Alors, dès la plus haute antiquité, c'est-à-dire à partir du milieu du deuxième millénaire avant l'ère chrétienne, donc en gros autour de l'an 1500, les toutes premières traces écrites témoignent des caractères originaux de la civilisation chinoise qui plonge ses racines dans plusieurs facteurs, comme on va le voir, à savoir notamment le culte des ancêtres et le caractère divinatoire de l'écriture et de la rationalité. Les renseignements que nous détenons sur les débuts de cette période archaïque nous sont fournis par des inscriptions de nature oraculaire sur os et écailles d'animaux. Alors, vous avez ici une carapace de tortue qui, comme vous le voyez, porte des marques de fissures qui ont été provoquées donc par une intervention du devin qui a provoqué donc ces craquelures, et ce sont ces craquelures justement qui font l'objet de la divination. Et les inscriptions que vous ne voyez peut-être pas, à moins que vous ayez véritablement une vision de lynx, les inscriptions donc divinatoires sont portées le long donc de ces craquelures. Vous avez également l'utilisation d'omoplates de
de bovidés, qui sont également utilisés à des fins divinatoires. Et là, je pense que même ceux du fond aperçoivent quand même les traces écrites, les inscriptions donc, qui sont portées sur ces morceaux d'os. Alors, ces inscriptions sont le plus souvent des questions posées par les devins aux mânes des ancêtres ou aux divinités de la nature, accompagnées donc de pronostics et d'interprétations. Et il est probable que les fameux diagrammes du livre des mutations, j'ai nommé donc le Yi Jing, qu'on prononce le plus souvent ici le Yi King. Tous ceux d'entre vous qui ont fait la queue chez le dentiste ou chez le coiffeur donc, ont vu l'horoscope donc, du Yi King, mais il faut savoir donc, que ce livre des mutations est un ouvrage très particulier qui a joué un rôle tout à fait prépondérant donc, dans le développement de la culture et de la pensée chinoise. Alors ce livre des mutations remonte à la plus haute Antiquité, et bien que son origine et sa composition soient sujettes encore à de multiples controverses, on peut considérer qu'il s'agit en premier lieu d'un système de notation d'actes de divination qui impliquait, au lieu de la manipulation des écailles de tortue ou des omoplates de bovidés qu'on vient de voir, qui impliquait le décompte chiffré de tiges d'achillée. L'achillée, c'est une plante assez ordinaire qu'on trouve apparemment aussi dans nos jardins. Et donc, on est passé progressivement de cette forme de divination sur os ou écailles de tortue à un système donc numérique. Alors, vous avez ici une page d'un ouvrage composé par les missionnaires jésuites au XVIIe siècle, qui vous résume la façon dont fonctionnent donc ces diagrammes du livre des mutations. Alors, on part de deux principes. Vous avez donc en latin, dans le latin des jésuites, donc duo rerum principia, c'est-à-dire les deux principes des choses, c'est-à-dire donc une combinatoire possible entre deux formes de traits, c'est-à-dire un trait continu, qu'on appelle un trait yang ou masculin, et un trait ici discontinu, donc avec une rupture au milieu, qu'on appelle un trait yin ou féminin. Et c'est donc à partir de la combinaison donc, de ces deux traits que vous obtenez ensuite une combinaison à deux niveaux, donc, qui vous donne 4 configurations possibles. Hein, c'est-à-dire, donc, soit vous avez 2 traits pleins, un trait plein plus un trait discontinu, un trait discontinu plus un trait plein, ou 2 traits discontinus. Et quand vous combinez donc ce trait plein ou ce trait discontinu sur 3 niveaux, vous obtenez donc les 8 trigrammes de base que je n'arrête pas de perdre ma flèche ici, les 8 trigrammes de base que vous avez ici en cercle. Et quand vous multipliez ces 8 trigrammes de base par eux-mêmes, vous obtenez une combinatoire de 64 hexagrammes, c'est-à-dire donc des figures à 6 niveaux ou à 6 traits, qui représentent donc toutes les superpositions possibles de ces 6 monogrammes pleins ou brisés. Donc, le langage que constitue la combinatoire des hexagrammes donne une figuration ou une configuration structurée et structurante d'un monde où tout est signe, réseau de correspondance et d'interaction symbolique, à telle enseigne qu'on a pu voir
dans ces représentations diagrammatiques l'origine de l'écriture chinoise. Alors autant vous dire tout de suite que c'est là de la spéculation purement fantasmatique et fantaisiste, mais néanmoins très révélatrice. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le système d'écriture chinois. Peut-être certains d'entre vous en ont quelques notions ou même le connaissent très bien. Vous savez qu'il a cette particularité de se distinguer de nos systèmes d'écriture, disons, alphabétiques ou de nos syllabaires. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas donc d'un système de notation purement phonétique, et donc il s'agit d'une écriture qui ne dépend pas entièrement de la prononciation. Par conséquent, cela explique l'extension de cette forme d'écriture à la fois dans le temps et dans l'espace. Je pense que le système d'écriture chinois a probablement joué un rôle dans la pérennité de la culture chinoise. Il suffit pour moi de vous montrer, par exemple, alors là vous avez, j'aurais dû vous le projeter tout à l'heure, donc les 64 hexagrammes du livre des mutations, hein, toujours configurés par les jésuites. Vous avez ici donc un manuscrit qui date du 1er siècle avant l'ère chrétienne. Alors, il s'agit d'un document tout à fait banal, puisque c'est un document qui donnait des instructions à des avant-postes du Grand Ouest chinois, hein, situé donc dans l'actuelle province du Xinjiang, là où il y a les Ouïghours dont nous parlons beaucoup en ce moment. Donc il s'agit en fait d'une sorte de document qui était envoyé donc très loin de la capitale et qui était inscrit sur des fiches de bois. Hein, vous voyez que ça se lit donc verticalement et de droite à gauche, avec donc une succession de fiches de bois, ou qui pouvaient être également en bambou, chaque fiche portant une colonne de caractères. Et les fiches étaient reliées entre elles par donc des ficelles, hein, des cordelettes. Et donc ces documents pouvaient s'enrouler donc à la manière de stores vénitiens. Alors, ce qui est tout à fait frappant, c'est que vous avez ici une forme d'écriture qui est encore lisible aujourd'hui par un chinois, disons, moyen, sans qu'il y ait besoin d'un très grand degré de spécialisation. Donc, je vous montre ça donc, à titre d'illustration, hein, de cette pérennité donc, de l'écriture chinoise, qui probablement a porté donc c'est la pérennité de la civilisation dans son entier. Et ça explique également aussi l'extension dans l'espace de cette forme d'écriture, puisque elle a été empruntée à partir donc du 7e, 8e siècle de l'ère chrétienne, en Corée, au Japon, au Vietnam, qui ont continué à utiliser cette écriture pratiquement jusqu'à l'ère moderne. Disons que, par exemple, au Vietnam, on a continué à utiliser donc cette forme d'écriture jusqu'à l'arrivée de la colonisation française. Alors, l'examen des inscriptions oraculaires dont je viens de parler a révélé l'importance du culte des ancêtres royaux, qui est peut-être issu d'un culte préhistorique des morts, sans pour autant se confondre avec un culte des morts. Les ancêtres, ce culte des ancêtres, je pense que vous en avez tous entendu parler. Vous savez que les Chinois accordent une très grande importance à ce culte.
les ancêtres ne sont pas simplement des esprits qui résident dans le monde des morts, ils maintiennent aussi un lien avec leur descendance vivante. Par-delà la frontière entre vie et mort, ils continuent, du fait qu'ils sont membres de la communauté familiale, à y jouer un rôle et leur statut dans la parenté garde tout son sens. Il y a donc continuité entre les sacrifices dus aux ancêtres et les rites à respecter à l'égard des vivants. En effet, le culte des ancêtres exalte d'emblée le groupe de parenté comme modèle de l'organisation des vivants, et c'est sans doute pour cette raison que, au-delà de sa fonction proprement religieuse, le culte des ancêtres a contribué dans une large mesure à donner naissance à une certaine conception de l'ordre social et politique en Chine. Là, j'insiste un petit peu justement sur cette continuité, puisque là, nous sommes en train de nous interroger sur cette question de la continuité. Donc là, il y a véritablement continuité entre le monde des vivants et le monde des morts. Plus qu'un esprit de l'au-delà, donc, l'ancêtre représente d'abord un rôle familial dans lequel ils se font presque au point de perdre toute histoire personnelle, tout destin individuel. Il ne possède guère le caractère héroïque ou surhumain qui permettrait de construire autour de lui un mythe. Là, nous n'avons rien d'équivalent au dieu de l'Olympe grec. Et on a d'ailleurs souvent remarqué la relative pauvreté des mythes dans la culture religieuse chinoise. Alors certes, ces mythes ont été délibérément effacés par la tradition confucéenne, mais l'explication pourrait bien tenir en partie à la nature même du culte ancestral et de la conception de l'ancêtre, lesquels rendent perméable la frontière non seulement entre vie et mort, mais aussi entre humain et divin. Et c'est peut-être le sens d'un ordre harmonieux associé au culte ancestral qui a mis en valeur les caractéristiques de constance et de régularité dans la nature, plutôt que ces aspects imprévisibles ou irrationnels. La pratique de ce culte ancestral comporte des sacrifices communs offerts à la fois aux ancêtres, réels ou mythiques des souverains, et en même temps aux divinités de la nature, telles que les esprits des fleuves, en particulier le fleuve jaune, des montagnes, de la terre, des points cardinaux, etc., qui sont peut-être autant de vestiges d'une religiosité animiste. Au-dessus de tous ces mânes et esprits qui remplissent une fonction de médiation, se trouve une divinité unique qui apparaît à la fois comme ancêtre suprême et comme toute puissance commandant à l'ensemble de la nature. Et d'après des études récentes, l'émergence de cette divinité suprême coïncide avec la suprématie de la première des dynasties royales de la Haute Antiquité. De là proviendrait l'idée que le Dieu unique trouve sa contrepartie au sein de l'ordre humain dans le souverain universel, c'est-à-dire donc ce qu'on a appelé plus tard le Fils du ciel. Parallélisme qui restera à la base de la pensée et de la pratique politique en Chine jusqu'à l'aube du XXe siècle. En effet, l'appellation de Ti, par laquelle on nomme justement cette divinité suprême ou cet ancêtre suprême, est l'appellation qui a été adoptée par les souverains de la Chine impériale depuis son instauration par le premier empereur Qin Shi Huangdi, donc en 221 avant l'ère chrétienne. Je vous rappelle que Qin Shi Huangdi est le fameux empereur qui s'est fait inhumer, si vous voulez, avec toute cette armée de terre cuite dont vous avez certainement déjà vu des échantillons. La prédominance du culte ancestral dans la civilisation de la Chine antique a donc favorisé une vision du monde où la divinité suprême, l'ancêtre par excellence, ne prend pas la forme d'une toute-puissance créatrice, comme par exemple dans les religions monothéistes,
ou d'un premier moteur, à la façon d'Aristote. Il s'agit plutôt d'une autorité ordonnatrice qui joue le rôle de pivot entre le monde cosmique, constitué d'entités et d'énergie en interaction harmonieuse, et le monde sociopolitique humain, régi par des réseaux de relations de type familial et hiérarchique et par des codes de comportement rituels. Alors, pour les débuts de la dynastie Zhou, c'est-à-dire donc la première dynastie véritablement historique, qui s'est instaurée à partir donc du début du premier millénaire avant l'ère chrétienne, donc en gros autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ, nous disposons d'informations fournies par des inscriptions sur des ustensiles de bronze. Ceux d'entre vous qui ont vu certains musées, soit en Chine, soit de par le monde, ou même à Paris, le musée Guimet, ont sans doute vu donc ces vases de bronze donc, de l'époque des Zhou. Également, les informations sont également fournies par des documents qui seront intégrés pour la plupart dans un ensemble de textes sacralisés sous le nom de classiques par le courant confucéen, donc au début de l'ère impériale, c'est-à-dire au IIIe, IIe siècle avant l'ère chrétienne. Alors si cette période initiale n'a pas été l'âge d'or décrit dans cette littérature, il semble qu'elle se caractérise par une relative stabilité. Le message religieux et politique des Zhou est assez clair. Il récuse tout lien de parenté entre la divinité et une lignée royale en particulier, d'où la fameuse idée du mandat céleste qui restera à la base de toute la théorie politique chinoise. D'après cette théorie, pour exercer donc le pouvoir royal ou impérial, il faut le mériter. Il faut mériter donc le mandat. Et par conséquent, l'idéal est de régner donc pour le bien de la communauté humaine. Alors inutile de vous dire que tout ça, ça reste à l'état d'idéal. Mais enfin, c'est quand même mieux en le disant, disons. Donc, il y a une assimilation donc entre la divinité suprême, le souverain d'en haut, et donc ce que je nommais tout à l'heure donc le Fils du ciel. Et donc tout en continuant à se manifester comme volonté active, le ciel donc dont le souverain est le Fils, le ciel est dès lors perçu de plus en plus comme source et garant d'un ordre rituel et d'une harmonie préétablie. Donc, on comprend bien que depuis cette dynastie des Zhou, qui en gros a régné entre, disons, l'an 1000 avant l'ère chrétienne et le IIIe siècle avant l'ère chrétienne, la puissance civilisatrice de la Chine est fondée sur le mythe selon lequel ce n'est pas tant par la puissance de conquête militaire que s'exerce donc cette puissance, encore que bien sûr c'est largement le cas, mais plutôt par la puissance donc de la civilisation écrite, donc la puissance de l'écriture ou la culture de l'écrit, avec justement ce maître mot que vous voyez tracé ici, donc dans une calligraphie archaïsante, et qui se prononce en chinois actuel Wen. Alors, vous avez ici un graphème dont on discute encore en fait le sens originel. Alors, certains y voient donc les traces d'un oiseau donc laissé sur le sol ou sur le sable. D'autres y voient aussi en fait un tatouage sur donc la poitrine d'un danseur, d'un danseur exécutant donc un rite. Et donc ce mot
Wen, en est venu à désigner la trace par excellence, c'est-à-dire donc, au fond, la culture humaine. Qu'est-ce que c'est que la culture humaine? C'est une trace qui se transmet donc d'une génération à l'autre. Donc cette dynastie des Zhou s'est d'emblée placée sous le signe justement de cette culture humaine en donnant comme nom posthume à l'un de ses premiers empereurs justement le nom de Wen, c'est-à-dire donc le roi trace écrite. Or, toute la question qui se pose à l'époque du déclin des Zhou, où vécut Confucius, alors je vous rappelle que Confucius aurait vécu selon les dates traditionnelles entre le 6e et le 5e siècle avant l'ère chrétienne, c'est une question qu'il a été d'ailleurs le premier à formuler en termes clairs. Cette question, c'est de savoir pourquoi l'humanité s'est départie de cet ordre, de cette harmonie originelle, et comment les restaurer. Donc avec le formidable pari sur l'homme lancé par Confucius au 6e, 5e siècle, se forge une éthique qui ne cessera plus de travailler la conscience chinoise. Sous la période suivante, c'est-à-dire la période des royaumes combattants, qui méritent bien leur nom, au 4e, 3e siècle avant l'ère chrétienne, qui est une période de guerre totale entre les diverses principautés qui se disputent l'hégémonie sur le territoire qui va devenir ensuite la Chine, le discours s'affine dans un extraordinaire brassage d'idées dû à la multiplication des courants de pensée. Alors que les propos de Confucius représentaient une sorte d'âge d'or, où la parole sortait sans effort, ses héritiers, un siècle plus tard, doivent passer leur temps à fourbir leurs armes, faisant flèche de tout bois, pour relever les défis et parer aux attaques. Et à l'époque où s'affrontent 100 écoles, selon l'expression traditionnelle, les adeptes de Confucius ont affaire à très rude concurrence, c'est-à-dire donc vous avez la voix donc des taoïstes, vous avez la voix des légistes qui prônent donc la primauté de la loi. Il y a aussi des stratèges qui sont connus surtout à travers les traités sur l'art de la guerre qu'on connaît bien maintenant en Occident. Les diplomates qui prônent des alliances verticales et horizontales, vous avez les sophistes, vous avez donc les agriculturistes, les adeptes du divin fermier, sans oublier donc l'école moïste. C'est pendant cette période antique donc que tout se joue et se dessine, les données de départ, les atouts, les enjeux, ainsi que les orientations à venir. Alors, avec l'unification de la Chine en un premier empire centralisé, donc comme je le disais, en 221 avant l'ère chrétienne, le pluralisme et l'effervescence intellectuelle des royaumes combattants marquent le pas et connaissent une première forme de stabilisation sous les Han. Cette dynastie qui a duré donc 4 siècles, entre donc le 2e siècle avant l'ère chrétienne jusqu'au 2e siècle de l'ère chrétienne. Alors cette dynastie Han a donné véritablement son identité à la civilisation chinoise, puisque actuellement on parle encore du chinois comme de la langue des Han, donc le Han-yu. Et on parle également de l'ethnie dominante en Chine comme de l'ethnie Han. Alors, en même temps que se mettent en place sous cette dynastie les institutions et les habitudes politiques qui vont caractériser dans ces grandes lignes le système impérial chinois pendant ces 2000 ans d'existence, se dessine donc cette identité culturelle chinoise fondée sur un ensemble de notions communes et sur une pensée déjà formalisée.
Et c'est au moment où semble triompher la Pax Sinica, alors cette Pax Sinica des Han qui fait un petit peu pendant à la Pax Romana à l'autre bout du continent eurasiatique, à peu près en même temps. Donc c'est au moment où semble triompher cette Pax Sinica que la pensée chinoise aborde une nouvelle ère où elle se trouve confrontée à son dehors, en quelque sorte, puisque c'est après la chute de cette dynastie Han au IIIe siècle et l'effondrement de toute sa vision du monde que l'espace politique chinois connaît une fragmentation sans précédent qui favorisera la résurgence de certains courants philosophiques de l'Antiquité, mais aussi et surtout l'implantation du bouddhisme venu de l'Inde. Alors, lorsque se manifestent dès le 1er siècle de l'ère chrétienne les premiers signes d'une présence bouddhique en terrain chinois, on est au début d'un long et immense processus d'assimilation du bouddhisme indien par la culture chinoise, processus qui devait durer plusieurs siècles et avoir des répercussions profondes, voire insoupçonnées. Il faut rappeler que le bouddhisme fut, avant l'arrivée du christianisme, la première expression d'une spiritualité universelle, en même temps que d'une culture étrangère à s'introduire dans une Chine qui venait de se constituer un sens très fort de son identité Han, comme je l'ai dit, intervenant là où la mentalité confucéenne s'était révélée défaillante. Par-delà, en effet, toutes les distinctions hiérarchiques, c'est à tous les hommes que s'adresse la doctrine du karma bouddhique, qui met tout un chacun à la même enseigne, ainsi que l'idéal de la bouddhéité dont nous possédons chacun les germes en nous. Tout en s'adaptant à la société et aux mœurs chinoises, cette forme de pensée d'origine étrangère transformera en profondeur tout l'acquis culturel jusqu'à permettre la grande floraison des Tang, la grande dynastie des Tang, au 7e, 9e siècle, où le bouddhisme achève de se siniser, notamment sous la forme du Chan, qu'on appelle en prononciation japonaise le zen. Alors, inspiré par l'esprit missionnaire du Mahayana, donc du bouddhisme du grand véhicule, le bouddhisme a réussi à étendre largement son influence dans toute l'Asie orientale, contribuant dans la foulée à importer en Corée et au Japon une grande partie de la culture et des institutions chinoises, en même temps que l'écriture, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, nous avons déjà une forme d'interculturalité entre l'Inde et la Chine que j'espère, pour ma part, voir renaître à l'époque contemporaine. Alors actuellement, ça n'en prend pas le chemin parce que, comme vous savez, les relations entre l'Inde et la Chine ne sont pas véritablement au beau fixe. Nous avons plutôt une rivalité, mais moi j'espère beaucoup justement que cette expérience de transfert culturel et de transfert spirituel va pouvoir justement renaître d'une manière ou d'une autre. Alors la réussite du bouddhisme dans son projet universaliste tient pour beaucoup à son autonomie par rapport à l'ordre culturel et sociopolitique. Et c'est bien parce qu'il représente un immense défi au cadre institutionnel et intellectuel accepté depuis des siècles par la tradition confucéenne qu'il a provoqué dans cette tradition un renouveau radical d'une ampleur comparable à partir de la fin du premier millénaire dans l'effort consenti par la tradition lettrée de la dynastie Song au Xe jusqu'au XIIIe siècle pour se repenser de fond en comble en fonction de la nouvelle donne. Alors là, donc, nous sommes autour de l'an 1000 de l'ère chrétienne. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que pendant que l'Europe chrétienne était en train de occupée donc à construire des cathédrales, donc la Chine bouddhisée était occupée justement à repenser tout son héritage confucéen en fonction justement de cet apport bouddhique. Alors certains n'ont pas hésité à voir dans ce tournant l'avènement de la modernité chinoise, un équivalent en quelque sorte de la Renaissance en Europe.
Et de même que la Renaissance a eu des répercussions jusque dans le monde occidental moderne, la mutation qui se produit en Chine autour de l'an 1000 est porteuse d'une culture qui devait perdurer pendant un millénaire jusqu'à l'aube du XXe siècle. D'un ordre social fondé sur un réseau de dépendance personnelle, on passe à un autre complètement différent, où les rapports entre les individus sont médiatisés en grande partie par les lois de l'économie monétaire et de la propriété privée. Sous cette dynastie, donc, qui a duré 3 siècles, la propriété foncière, de nature très différente de celle de l'aristocratie de la dynastie précédente des Tang, forme l'assise économique principale de la nouvelle classe mandarinale, fondée sur le principe méritocratique du système des examens, le fameux système des examens mandarinaux, et dont le destin allait se confondre avec celui de l'Empire. Avec l'ouverture et le développement des concours de recrutement officiels, s'imposent de nouveaux besoins d'éducation et la nécessité de créer des écoles et des académies. De ce besoin éducatif, ainsi que de la nécessité de rallier à des valeurs morales traditionnelles une société gagnée par l'engouement pour le taoïsme et le bouddhisme, naît un nouvel élan confucéen. Il convient de souligner à cet égard le rôle déterminant joué par le développement considérable dès le Xe siècle de la xylographie, technique de reproduction de l'écrit rapide et bon marché. Alors la xylographie, c'est une technique d'imprimerie qui fonctionne avec des planches de bois qu'on grave donc page par page et qu'on peut ensuite reproduire justement en passant donc de l'encre par-dessus. Donc là, c'est une technique bien connue. Et on peut voir là non seulement un sursaut, mais aussi une sorte de démocratisation de la culture savante, rendue possible par l'essor de cette technique d'imprimerie, qui avait d'abord servi à propager la foi bouddhique et permettait à présent de diffuser le corpus canonique confucéen et sa riche littérature exégétique, dont la connaissance était obligatoire pour la préparation des examens mandarinaux. Et sur le plan des idées, on assiste à une véritable régénération du confucianisme à l'issue donc d'un millénaire d'acculturation du bouddhisme. Alors cette réaction qu'on peut appeler néo-confucéenne, comme on l'appelle en Occident, à l'influence bouddhique, s'accompagne d'une remise en valeur de la cosmologie ancienne, fondée sur la primauté de l'énergie vitale, le qi, l'alternance du yin et du yang, et formalisée dans ce fameux livre des mutations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vision du monde totalisante et parfaitement cohérente, qui inclut une préoccupation centrale pour le perfectionnement moral de soi au plan individuel. Et c'est ce nouvel esprit confucéen qui se trouve puissamment synthétisé au XIIe siècle dans la pensée de Zhu Xi, qu'on a pu comparer pour le rôle qu'il a joué à Thomas d'Aquin dans la chrétienté européenne. Et c'est cette synthèse opérée par Zhu Xi au XIIe siècle qui s'est imposée comme orthodoxie d'État dans les examens mandarinaux par la volonté de la dynastie mongole au XIVe, XVe siècle. Alors là, ce n'est pas évidemment le moindre des paradoxes que ce soit une dynastie donc non chinoise, une dynastie étrangère qui a inventé finalement donc ce système des chinois au fond des examens mandarinaux. Et je vous rappelle donc que c'est précisément sous le règne de cette dynastie mongole que Marco Polo donc a fait son fameux voyage donc en Chine. C'est donc cette orthodoxie d'État véhiculée par les examens mandarinaux qui s'est trouvée ensuite largement diffusée dans tout le monde sinisé, c'est-à-dire dans toute l'Asie orientale, en Corée, au Japon, au Vietnam, donc, où il a connu des développements extrêmement fructueux et créatifs.
Alors, en réaction contre ce renouveau jugé trop livresque, la dynastie suivante, la dynastie des Ming, au XVe, XVIe siècle, est marquée par une redécouverte des vertus de l'introspection, laquelle suscite par contre-réaction un retour aux valeurs pratiques accéléré par l'instauration d'une autre dynastie non chinoise, la dynastie Manchu, qui s'appelle en chinois la dynastie des Qing, donc entre 1644 jusqu'en 1911. Donc là, vous voyez que cette dynastie Manchu est celle qui a clos donc véritablement le régime impérial, et c'est tout à fait impressionnant de voir qu'elle a commencé donc sous le règne de Louis XIV, pour vous donner un repère qu'on connaît bien ici, et qu'elle a duré donc jusqu'à l'aube du XXe siècle, c'est-à-dire donc jusqu'à 1911. Donc au moment où la pensée chinoise a fini d'assimiler le bouddhisme, elle est confrontée à la tradition encore plus étrangère, donc du christianisme et des sciences européennes, d'abord par le truchement des missionnaires chrétiens, puis à travers les contacts qui se multiplient tout au long du XIXe siècle, jusqu'à prendre la forme d'agression, carrément, de la part des puissances occidentales. Et donc, au seuil du XXe siècle, la Chine se trouve alors écartelée entre, d'un côté, le poids écrasant de l'héritage de son très long passé, et de l'autre côté, l'exigence impérative de répondre au nouveau défi occidental qui se confond avec celui donc de la modernité. Alors, lors de ma première année de cours au Collège de France, c'est-à-dire donc l'année dernière, à laquelle, donc, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à survivre, je me suis intéressée au phénomène auquel on assiste actuellement en Chine, du retour de Confucius et plus généralement des traditions et des valeurs dites confucéennes. Dans la perspective de l'histoire intellectuelle qui est la mienne, il s'agissait de replacer ce phénomène dans la profondeur historique afin donc de préserver constamment un regard critique. Et ce que je vous propose maintenant, c'est une réflexion sur le rôle joué par la référence aux valeurs confucéennes et plus largement à la culture soi-disant confucéenne traditionnelle dans le contexte actuel de la mondialisation et dans la revendication de la Chine à occuper sa place dans ce contexte. Alors, comme chacun sait, je vais aller très vite, rassurez-vous, la Chine revient de très loin. C'est donc, nous le disions, au milieu du XIXe siècle, il y a un siècle et demi, donc elle a entamé sa longue marche vers la modernité sous la pression et les agressions des puissances occidentales qui, il faut le rappeler entre parenthèses, ont commencé à inclure le Japon dès la fin du XIXe siècle. C'est pour ça que je mets toujours en garde contre les schémas binaristes qui opposent l'Orient et l'Occident. Il faut toujours préciser ce qu'on entend par là. Alors, dans le contexte dont je suis en train de parler, l'Occident, en l'occurrence, ça inclut également le Japon, qui, à partir du milieu du XIXe siècle, a commencé une politique de modernisation à l'occidental, marche forcée, pour aboutir ensuite au XXe siècle à une montée en puissance d'un militarisme de plus en plus agressif, comme on le sait. Alors, à bien des égards, c'est cette expérience vécue, ou en tout cas représentée comme humiliante et aliénante, qui fait apparaître la réussite actuelle de la Chine comme une revanche. La suite, on la connaît, et je n'y attendrai pas, un XXe siècle chinois qui semble n'être qu'une succession de révolutions et de guerres plus traumatisantes les unes que les autres. Mais dans cette longue et douloureuse marche vers la modernité, Confucius et plus généralement toute la culture traditionnelle qu'il est censé représenter apparaît comme un enjeu central et constant. Le mouvement moderniste et occidentaliste du 4 mai 1919 est resté dans les mémoires par son slogan principal, à savoir «
à bas Confucius et sa boutique. Slogan repris tel quel un demi-siècle plus tard par les gardes rouges de la révolution culturelle, qu'on situe officiellement entre 1966 et 1976, révolution culturelle qui a achevé de démolir moralement et physiquement l'héritage traditionnel. Le fameux et spectaculaire retour des valeurs confucéennes auquel on assiste depuis la fin des années 1970, c'est-à-dire il y a environ une génération, c'est tout récent, a commencé en réalité par la périphérie de la Chine continentale et par le biais de la réussite économique des 4 petits dragons, à savoir donc Hong Kong, Taïwan, Singapour et la Corée du Sud. Alors, on remarquera au passage qu'à l'exception de la Corée, ce sont des pays qui sont peuplés majoritairement par des populations d'origine chinoise, hein, mais largement occidentalisées. Ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est que pour expliquer ce phénomène économique, on a eu tôt fait de recourir à des arguments culturalistes. On a voulu voir dans un ensemble de valeurs dites confucéennes, comme la valorisation de la famille, le respect de la hiérarchie, la motivation pour l'éducation, le goût du travail acharné, le sens de l'épargne, etc., etc. Donc on a voulu voir à travers ces valeurs les facteurs d'explication pour un modèle économique de développement proprement asiatique. Nous avons là un renversement complet et spectaculaire de l'évaluation du confucianisme qui avait prévalu jusque-là. De manière ironique, ce sont précisément les facteurs qui apparaissaient chez Max Weber ou Karl Marx comme des obstacles au développement capitaliste qui deviennent tout à coup, au contraire, des facteurs de développement et qui promettent même d'épargner aux sociétés d'Asie orientale les problèmes qui affectent les sociétés occidentales modernes, à savoir un excès d'individualisme, d'hédonisme, voire d'égoïsme. Donc là, ce sont des arguments que vous retrouvez très volontiers justement dans le discours de dirigeants actuels. Vous voyez, nous avons bien fait de revenir à nos valeurs confucéennes parce que ça nous évite justement de tomber dans les travers des sociétés occidentales. Alors, la caution et le carburant intellectuel de ce retour d'un Confucius economicus sont venus pour une grande part des élites d'origine chinoise, mais qui vivent en milieu plutôt anglophone, c'est-à-dire essentiellement aux États-Unis, à tel point qu'on a pu parler d'un Boston Confucianism, donc d'un confucianisme de Boston. Alors, les prophètes de ce confucianisme New Age rêvent d'un retour d'une Chine culturelle qui dépasserait les frontières politiques de la Chine proprement dite et qui tendrait à se mondialiser, notamment par leur implantation aux États-Unis. Alors, à partir des années 1980, comme on le sait, cette fièvre des valeurs asiatiques ou des valeurs confucéennes gagne le cœur de l'Empire, c'est-à-dire donc la Chine populaire, qui est à ce moment-là en train de s'employer à sortir de la révolution culturelle et de l'ère maoïste. Alors, au début des années 1990, Deng Xiaoping lance le fameux concept d'économie socialiste de marché, bel oxymore, comme vous verrez, avec le non moins fameux mot d'ordre « enrichissez-vous », tout en citant le Singapour confuciano-autoritariste de Lee Kuan Yew comme modèle pour la Chine. Et là, donc, cette photo de famille, donc Pékin-Singapour, nous l'avons revue donc aux informations il y a très peu de temps, pas plus tard qu'hier soir, je pense, puisque donc Hu Jintao est actuellement, enfin était donc jusqu'à très récemment donc en visite officielle à Singapour, et donc l'ancien président Lee Kuan Yew est sorti donc de sa retraite pour l'accueillir. Alors, dès lors, à la fois pour pallier la faillite de l'idéologie maoïste
Et pour garder un contrôle sur la société et plus particulièrement sur la jeunesse, on remet en selle des valeurs prétendument confucéennes. Ces valeurs impliquent en l'occurrence l'ordre, l'obéissance au supérieur, le dévouement à l'État, la défense de la famille. Alors ça, c'est une base sociale extrêmement utile pour le développement des campagnes. Alors ce corps de valeurs devrait favoriser en principe un développement harmonieux, car il doit permettre de limiter les appétits individuels. En effet, le confucianisme est censé mettre les intérêts du groupe au-dessus de ceux de l'individu et permet ainsi d'assurer la stabilité sociale, priorité des priorités pour le régime actuel, d'où le mot d'ordre fameux lancé par Hu Jintao en 2006 de société harmonieuse. Alors, à noter que ce néo-autoritarisme déguisé en confucianisme permet de faire d'une pierre au moins 3 coups. Premièrement, ça permet donc au milieu dirigeant de se donner une légitimité politique et morale un petit peu déficiente, surtout après le massacre de Tiananmen de juin 1989, qui a produit quand même un très mauvais effet. Il s'agit de rassembler le corps social autour d'un nouveau projet de société et d'un nouveau facteur d'unité après la faillite de l'utopie maoïste, qui a montré son vrai visage pendant la révolution culturelle et l'écrasement du printemps de Pékin. Deuxièmement, il s'agit aussi de flatter le sens de l'identité nationale, dont on parlait tout à l'heure, mais dans un autre contexte. Sens de l'identité nationale alimenté par la conviction que la Chine sera la prochaine superpuissance mondiale. Et troisièmement, il s'agit également d'aller dans le sens de la modernisation, tout en revendiquant la tradition, alors que le dilemme tradition contre modernisation était jusqu'alors un problème majeur en Chine. Et, soit dit en passant, l'est encore, semble-t-il, dans beaucoup de pays en voie de développement, qui sont encore en train de se débattre dans cette question de savoir s'il faut choisir donc la modernisation au détriment de la tradition. Autrement dit, la culture plurimillénaire de la Chine devient un argument de plus, un argument culturaliste dans la montée en puissance de la Chine. Alors, il est vrai que ce processus d'une Chine reconfucianisée vient en doubler un autre, beaucoup plus explicitement hégémonique, celui d'une Chine qui a pris en marche le train du discours asiatiste en essayant d'en prendre la tête et qui fait valoir sa prétention à une universalité autre que celle de l'Occident en termes culturalistes, c'est-à-dire en brandissant la bannière des valeurs confucéennes face aux droits de l'homme dont les Occidentaux se font si volontiers les champions. Et depuis quelques années, outre les valeurs confucéennes, se fait jour une autre thématique qui vise elle aussi à intégrer la mondialisation par le culturalisme, celle du retour d'une vision qui était encore vivace à la fin du XIXe siècle et qui persistait à envisager la Chine comme empire monde. C'est-à-dire donc, selon l'expression chinoise, donc tianxia, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel. Vous avez ici les deux caractères, ici. À côté, vous avez donc deux autres caractères qui vous disent donc tout ce qui est sous le ciel et dans la grande paix. Alors, ce qui est assez piquant justement dans cette image, c'est que il s'agit en fait là aussi d'un document fourni par un missionnaire jésuite qu'il a envoyé donc à un ministre du roi Louis XVI au XVIIIe siècle et qui est une représentation graphique de chorégraphie. Là aussi, vous êtes peut-être un peu loin pour voir que les caractères sont en fait formés par des danseurs qui exécutent des danses rituelles à la cour impériale. Alors donc, cette notion de tianxia, c'est-à-dire donc tout ce qui est sous le ciel,
est la manière traditionnelle dont la Chine se représentait elle-même. Alors, tout le monde sait évidemment que la Chine actuellement a adopté la désignation de Zhongguo, c'est-à-dire donc le pays du milieu ou le pays du centre. Mais se considérer comme le centre du monde, en quelque sorte, c'est banal. La Chine fait mieux puisqu'elle considère tout simplement qu'elle est le monde. Donc nous avons ici un empire qui est tout simplement le monde. Et la traduction géographique donc, de cette puissance d'irradiation est ce que j'ai appelé tout à l'heure donc le monde sinisé. Et à l'inverse, chaque fois que l'espace monde chinois a subi des empiètements, voire des invasions et des périodes d'occupation de la part des barbares, l'idée prédominait que ces barbares allaient finir par être transformés et par adopter la civilisation chinoise, ce qui s'est en quelque sorte historiquement vérifié avec les dynasties mongoles et mandchoues que j'ai mentionnées précédemment. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que nous avons actuellement la résurgence justement d'une sorte de fantasme de cet empire-monde chez certaines élites chinoises qui sont probablement nostalgiques de cette ancienne universalité chinoise et qui rêvent donc d'un nouvel humanisme mondialisé, donc sous des traits tout à fait chinois. Alors pour terminer, parce que je ne voudrais quand même pas vous mettre à mal votre patience, je termine donc sur cette oui, là je vais avoir du mal à là aussi je terminerai donc sur cette calligraphie de style archaïsant qui justement rappelle tous ces éléments de l'identité de la civilisation chinoise. Vous avez ici donc ce qui désigne précisément cette centralité chinoise, le graphème zhong qui désigne donc le milieu et qui est en fait la schématisation d'une cible traversée en son centre par une flèche. Et en dessous, vous avez donc le caractère Guo, donc Zhongguo, c'est donc le pays du milieu. Et ensuite, à côté, vous avez donc ce caractère qui désigne donc la dynastie Han, et dont je vous disais tout à l'heure qu'elle a duré 4 siècles, qui ont suffi justement pour définir en quelque sorte cette fameuse identité chinoise. Le dernier caractère, c'est le caractère qui désigne la langue, donc le Hanyu, c'est le chinois. Donc en somme, je terminerai en reprenant la question d'où j'étais partie au début. Qu'est-ce qui justifie de parler de la Chine comme d'une grande civilisation? Quels sont les facteurs de sa pérennité? Est-ce que c'est la forme de son écriture? Est-ce que c'est l'importance dévolue au culte des ancêtres qui instaure justement ce sens d'une continuité de la transmission humaine entre les générations? Est-ce que c'est la vision du monde englobante qui englobe l'homme intégré dans son univers, dans son environnement naturel et cosmique? Est-ce que c'est une longue tradition de savoir-faire, de gestion d'un vaste territoire et de la stabilité sociale? Là, je pense que ce sont effectivement autant d'éléments qui peuvent
contribue à expliquer cette pérennité, mais reste quand même le problème de la continuité culturelle, puisque je pense avoir quand même assez bien montré que la modernité, l'entrée de la Chine dans une forme de modernité occidentale, a représenté une rupture assez radicale, et je ne suis pas certaine que la Chine puisse véritablement renouer donc avec sa tradition autrement qu'à travers un travail de réinvention ou de reconstruction. Merci, vous avez été très patient et encore une fois merci de venir ici.